Sentinelle a été mise en place tout de suite après les attentats de janvier 2015 et il s'agissait donc de faire contribuer l'armée à la protection des populations et des lieux sensibles. Protéger les personnes, empêcher tout acte terroriste, ce sont quelques-unes des missions fondamentales de l'opération Sentinelle. Bonjour très chers auditeurs et auditrices, vous écoutez la voix de Portici. Les policiers ont demandé expressément aux militaires d'intervenir. Les militaires ne pouvaient pas le faire dans la mesure où il n'y avait pas d'ordre. Par radio, la police, les BAC ont appelé le poste de commandement de la préfecture de police pour que cet ordre puisse être donné. Et là, ça a été un refus catégorique. On n'intervient pas au Bataclan. Le brigadier de la BAC a expliqué avoir reçu la réponse suivante. Négatif, vous n'engagez pas les militaires. On n'est pas en zone de guerre. Ce soir-là, l'ordre politique aurait pu venir soit du préfet de police. Dans un article, le Canard enchaîné a révélé que l'ex-préfet de Paris, M. Michel Cadot, a donné l'ordre à des membres de l'escadron 31/7 de Reims, qui s'apprêtaient à entrer dès 22h, soit avant la BRI, dans le Bataclan, de ne plus bouger. Ces derniers étaient chargés ce soir-là de la protection des locaux de la Radio J, de Libération et du domicile de Manuel Valls, l'ancien Premier ministre de l'époque. À la lecture de cet article, on peut comprendre que l'une des raisons qui a poussé Michel Cadot à stopper cette intervention, ne traduisait rien d'autre que la volonté de sa part de voir ses seuls flics, agir, car c'était son territoire. Soit du ministre de l'Intérieur. Pourquoi, au Bataclan, votre ministère a-t-il refusé l'intervention de ces soldats présents sur place à cet effet? J'invite tous ceux qui peuvent le lire, puisqu'il est en ligne, tous les parlementaires qui peuvent le lire, à se référer aux conclusions du rapporteur. Soit du président de la République et, dans la pratique, vraisemblablement les trois à la fois. Après cette tuerie au Bataclan, certaines familles des victimes ont porté plainte pour non-assistance à personne en danger. Elles ont eu bien raison. Et la réponse d'un général de corps d'armée, il s'agit du général Bruno Loret, je cite « Un militaire n'a pas pour vocation d'intervenir dans une zone qui n'est pas en guerre. » Les consignes des soldats sont fixées de manière extrêmement rigoureuse. C'est vous qui les fixez ? C'est le cadre légal. D'abord, ils sont soumis au même cadre légal que les forces de sécurité intérieure. Et donc, les consignes sont extrêmement précises. Ils ont différents moyens d'action pour faire face à toute menace. Qu'est-ce qu'ils ont, par exemple ? Ça peut aller jusqu'à l'ouverture du feu. On n'a rien à faire dans ces histoires de gilets jaunes. On n'est pas là pour se battre contre notre peuple. On travaille pour la France, on ne travaille pas pour un gouvernement. Si les gilets jaunes, ils veulent s'en prendre à tel bâtiment protégé par l'opération Sentinelle, ils vont forcément s'en prendre aux mecs de Sentinelle. Malheureusement, il risque d'y avoir des morts. Des gens qui se font canarder devant leur gueule au Bataclan. C'est un exemple, au Bataclan. À l'arme de guerre, à la Kalachnikov, et ces militaires reçoivent l'ordre, de par leur hiérarchie, de ne pas intervenir. Mais par contre, des gens qui, la fin du mois commence pour eux le 10 du mois, qui crèvent la dalle, qui se ruinent au travail pour un salaire de misère, et qui donc sortent dans la rue pour une cause légitime, eux ont le droit de se faire tirer dessus pour des débordements. Et bien sûr, il a été soutenu par son ministre de la Défense, qui était, comme par hasard, à l'époque, Jean-Yves Le Drian, d'accord, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, que certains appellent ministre des Affaires étranges. Bien, à propos de la France, c'est vous qui avez mis en place l'opération Sentinelle. Oui, bien sûr. Personne, peut-être... C'était le 12 janvier
2015. Bien sûr, je m'en souviens. Le 12 janvier, bien sûr. évidemment que vous en souvenez. Dans le cadre de la lutte antiterroriste. Jean-Yves Le Drian, qui a précisé, ouvrez les guillemets, que les militaires n'étaient pas formés aux interventions avec prise d'otages. Et c'est encore plus vrai lorsque de telles interventions ne sont en rien anticipées. Le militaire, il ne va pas au combat s'il n'a pas été préparé. C'est quoi ton problème là? C'est quoi comment ces types-là finissent général? Des militaires de sentinelle mobilisés demain pour protéger les bâtiments publics, c'est une bonne décision? C'est déjà arrivé, hein. C'est pas la première fois. Je trouve qu'il y a un débat sur ce point qui me paraît un peu surréaliste. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Jamais il n'a été question que les forces de sentinelle n'interviennent dans le maintien de l'ordre. Par contre, sur l'armée, il est bien évident qu'ils sont là pour garder des monuments et ils demanderont à 3 fois, reculez-vous. Donc il y aura des sommations, n'avancez pas, reculez-vous. Il y a un débat sur ce point qui me paraît un peu surréaliste. Après, on se plaint. Ceux qui connaissent l'histoire, en gros, ils sont capables de t'expliquer que la France n'a pas gagné une bataille depuis Napoléon. D'accord? Mais c'est évident, tu vois. Je veux dire, la bataille contre le terrorisme à Paris, on l'a perdue, là. Avec un général pareil. Comment ça se fait qu'il est encore en place? Nous regardons avec attention tout ce qui se passe, la force de ce mouvement démocratique, et puis surtout le civisme de ces manifestations. Avec un peu d'admiration. De voir comment, encore aujourd'hui, vraisemblablement, comment ce mouvement profond des Algériens se manifeste. C'est moins violent qu'en France. Il y a même, c'est vous qui faites le commentaire, non, mais je le constate aussi. Je demanderais juste un petit truc, puisque vous êtes une chaîne française. Macron, s'il vous plaît, reste en dehors de nos affaires, s'il vous plaît. Occupe-toi des gilets jaunes, nous, on peut gérer notre pays. Jean-Yves Le Drian, vous connaissez bien la vie politique française. Dites-moi, le bureau du Sénat qui saisit le parquet, dans l'affaire Benalla. Je suis choqué. Vous êtes choqué? Ouais. Je trouve que le Sénat, pour moi, j'espère qu'elle est toujours une chambre de sagesse. Rajouter de la polémique à la polémique, c'est l'interview du président Emmanuel Macron à Nice ce matin, qui souhaite d'abord un prompt rétablissement à Geneviève Leguet, qu'elle sorte rapidement de l'hôpital. Mais il faut aussi avoir un comportement responsable, lui dit-il. Je lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. Le chef de cabinet du président de la République qui est soupçonné... qui est soupçonné de faux témoignages. C'est le procureur qui le dira. Je regrette qu'on arrive à ces extrémités, mais je pense que le Sénat a joué un amalgame néfaste, y compris pour la démocratie. C'est à eux qu'il faut demander. Vous avez un avis sur la question. Peut-être qu'ils veulent faire un peu de surenchère politique, mais je trouve que c'est pas leur rôle de la chambre des sages. Les députés La République En Marche dénoncent l'instrumentalisation de l'affaire Benalla par le bureau du Sénat, qui s'érige une nouvelle fois en tribunal politique. Cette manœuvre sans fondement juridique abîme l'institution et la projette très loin des attentes concrètes des Français. Donc le Sénat instrumentaliserait l'affaire Benalla? Vraiment? Une procédure de licenciement a pourtant bien été lancée contre Benalla par l'Élysée lui-même en juillet dernier. Reconnaissance explicite qu'une faute grave avait bien été commise. C'est bien le gouvernement issu de la même majorité présidentielle qui s'insurge aujourd'hui contre la décision du Sénat, pourtant dans son rôle de contre-pouvoir. La définition du macronisme. En un mot. C'est compliqué, non? C'est une formidable... Non, j'en sais rien. Je sais que ça n'est pas dans un heurt avec la police. Elle a trébuché. C'est toujours malheureux, mais je crois que ce sont des blessures superficielles. On voit bien que le rideau de CRS, en fait, bouscule Geneviève Leguet, qui tombe par terre. On voit son drapeau par terre là, à ce moment-là. Et Christian Estrosi, je vous rappelle, a dit, lui, qu'elle a trébuché. Donc là, je pense qu'il y a une petite distorsion d'information. Il y a une véritable différence entre les propos tenus par Christian Estrosi, qui parlait ici, je crois, de blessures superficielles, et la réalité du terrain. Elle a été poussée par l'arrière. On sait que ce ne sont pas les forces de l'ordre qui l'ont poussée. On sait qu'il y avait 2 ou 3 personnes derrière. Mais vous savez déjà tout ça, vous? Bah attendez, vous êtes pas du tout partisane, vous savez déjà tout ça, vous, Mazette. De studio, j'ai écouté le procureur de la République cet après-midi. Oui, visiblement, sagement. Vous vous rendez... Non, mais attendez, vous vous rendez compte... Et donc l'enquête est close, vous venez de terminer l'enquête, là. Laissez-moi finir. Vous l'avez terminé aussi, mais de l'autre côté, manifestement. Ah non, moi c'est pas ça que j'ai dit.
Déjà, voir en France des manifestants défendre le droit de manifester, c'est terrible. L'image qu'on donne est terrible. Et voir des manifestants qui manifestent pour défendre le droit de manifester, blessés par les forces de l'ordre, pardon, non. mais l'exemple qu'on donne à l'international en l'occurrence, c'était... En même temps, voilà, ne pas se trouver à un endroit où on ne doit pas être, c'est mieux et ça peut éviter aussi des dégâts. C'est la patronne du syndicat altermondialiste d'extrême gauche Attaque dans le département des Alpes-Maritimes. Elle est en pleine forme. Ce que je veux dire, c'est que, bien évidemment, comme toutes les personnes de 73 ans, elle ne court pas comme un cabri, mais ce que je veux dire, c'est que ne la fait pas passer pour une personne impotente. C'est quelqu'un qui fait le choix provocateur de se rendre dans un lieu interdit, voilà, parce qu'elle sait qu'il y a de la casse partout, et donc elle joue sur cette ambiguïté en disant « Ah mais non, c'est la liberté d'expression ». Vous vous souvenez de la pub de Karl Lagerfeld pour le gilet jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie. Bon, alors c'était l'usage du gilet jaune pour des questions de sécurité sur la route. Mais franchement, demain, ce gilet jaune qui est moche, qui est laid, qui ne va avec rien, portez-le. Pourquoi ? Parce que la France est le pays le plus taxé du monde. Quand tu vois les images, quand tu vois toutes les images qu'il y a depuis des semaines en France, et que tu oses braver les manifestations, interdites, pardon, mais tu sais où tu mets les pieds. D'ailleurs, elle l'avait dit assez courageusement, cette dame, elle avait dit, je viens pour le droit de manifester avec mon drapeau altermondialiste arc-en-ciel. Donc c'était un acte de transgression. Bon, c'est assez dégueulasse de dire que c'est à cause de la police alors qu'elle est tombée sur un plot de mobilier urbain. On touche à l'essentiel. On touche au pouvoir d'achat des Français. Et c'est pour moi une occasion inouïe, unique même dans ma vie, parce que j'avais jamais connu de révolte fiscale, en tout cas de manifestation contre la fiscalité. Eh bien pour moi c'est une occasion unique de protester contre cela. Donc demain, ce gilet qui n'est pas très beau et qui ne va avec rien, je le porterai demain 17 novembre. Les criminels, ce sont ceux qui ont détruit les radars. À partir de ce moment-là, on le sait, sans la peur du radar, sans la peur du gendarme, on appuie sur le champignon et on se tue ou on tue des gens. Et là, la responsabilité des Gilets jaunes, et en effet des partis qui ont été complaisants avec les Gilets jaunes, elle est énorme, elle est très importante. Vite, remettons des radars en état. Vite, punissons ceux qui les dégradent. Le problème de certains défenseurs du 80 et des radars, ceux qui veulent à tout prix sauver le soldat radar, ils essayent tous de se cacher derrière un argument, celui que les dégradations des radars a entraîné une hausse de la mortalité. Ils ont oublié une chose, c'est que si les radars ont été dégradés, c'est parce que le 80 km/h est resté en travers de la gorge des automobilistes. En octobre 2018, les radars étaient déjà dégradés et il n'y avait pas de gilets jaunes. Les dégradations des radars, ce ne sont pas les effets des gilets jaunes. Ça a commencé le 1er juillet 2018. Rappelons, fin juillet 2018, 400% de hausse des dégradations des radars. Là, voilà la vérité. Elle est claire, nette et précise. Ils sont épuisés par vous. Ils sont épuisés par ce système quotidien de harcèlement de la part des gilets jaunes. Alors là, franchement, ils ont peut-être changé parce qu'ils craquent. Je veux dire, c'est la profession où il y a le plus de suicides. Pourquoi est-ce qu'il y a des suicides ? Parce qu'ils ont des conditions de travail qui sont insupportables. Et moi, je vais vous dire, vous comme les autres, alors là, vraiment, les Gilets jaunes, collectivement, et j'ai pas peur de le dire, vous êtes aussi responsables du fait qu'il y ait des dépressions de plus en plus dans la police et du fait que les mecs craquent. Quelle est la raison de ce mal-être au sein de la police ? Il y a un mal-être depuis très longtemps, un manque de reconnaissance de notre hiérarchie. Quand on pose la question aux policiers, qu'est-ce que vous voudriez en premier dans la police nationale s'il n'y avait qu'une chose à changer ? Ils veulent que notre hiérarchie respecte la loi, respecte les textes en vigueur et avoir une hiérarchie exemplaire. Et après, on découlerait les moyens et les besoins que nous connaissons tous les jours. La deuxième chose sur le malaise, le Sénat a rendu un rapport cet été au mois de juillet. Le sénateur Grosdidier en était le rapporteur, avec un malaise dans la police. La réponse à l'époque de Madame la ministre de l'Intérieur, Madame Gourault, était venue au Sénat en disant « Écoutez, votre rapport, j'en ai rien à faire. On a déjà fait beaucoup de choses, nous, depuis que M. Macron est élu. » Que les policiers attaquent, ils emploient des méthodes absolument inadmissibles. Non, en face, vous avez des terroristes. Vous n'avez plus de manifestants. Le dispositif Sentinelle, c'est bien l'armée. Et c'est une armée mobilisée contre les terroristes. Ce n'est pas anodin. Cela fait des mois que l'on entend progressivement des opposants politiques être traités comme des ennemis de l'intérieur, être plus ou moins assimilés à des terroristes, être plus ou moins finalement bannis de leur statut de citoyen appartenant à la nation. Le fait de dire on mobilise Sentinelle pour l'acte des Gilets jaunes le samedi prochain, ce n'est pas anodin. Le Grand dit justement que les actes commis ne sont pas des actes de terrorisme, alors qu'à mon sens, ça l'est. L'assaut final, lui,
dure 30 minutes. Les 4 assaillants meurent. 3 en actionnant leur ceinture d'explosifs. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, vous, François Hollande, vous trouvez que les choses sur les libertés sont en danger ? Je crois qu'au nom d'une cause qui est juste, nécessaire, lutter contre le terrorisme, on est en train de faire des amalgames et des confusions. C'est-à-dire que celui qui n'est plus dans la norme, qui peut avoir un comportement déviant, qui peut parfois même être au-delà de la loi, peut être assimilé à un terroriste, ce qui, là, est une atteinte grave aux libertés. Aujourd'hui, on a affaire à des terroristes, donc on doit les traiter comme des terroristes. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi le pouvoir politique fait ça selon vous ? Je crois qu'il y a d'abord une espèce de mouvement politique, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'il y a une menace et que le pouvoir y répond. Donc il y a une intention politique qui est... Et le gouvernement a les moyens d'arrêter ces centaines de casseurs professionnels dont on connaît les identités. Alors pour faire face à cela, l'État a décidé d'affecter des militaires de l'opération antiterroriste Sentinelle pour surveiller des bâtiments officiels et plusieurs autres points fixes. Un geste fort qui a déclenché de vives réactions sur notre plateau. C'est une erreur totale de faire ça. D'accord, mais écoutez, franchement, on est en train de présenter comme une idée scandaleusement révolutionnaire ce qui est dans toutes les gares, dans tous les aéroports. Vous avez partout... Contre qui, monsieur Bayrou? C'est dans les gares. Contre les terroristes. On sait très bien ce qu'on fait. Le symbole, il est là. Moi, j'ai entendu des députés de La République En Marche, Madame Claire Aupetit pour la citer, qui a comparé ce matin les manifestants à des terroristes. Donc on sait ce qu'on fait. J'ai entendu le gouverneur de Paris nous dire ce matin que l'ouverture du feu n'était pas exclue. Je le cite. Mais c'est absolument pas nouveau que les forces sentinelles relèvent des forces de police. Pourquoi c'est pas les Black Blocs que vous ciblez, les casseurs professionnels? Mais ne changez pas de sujet. Ne changez pas de sujet. C'est eux qui cassent. Vous essayez de faire croire que les forces sentinelles vont être face aux manifestants. Vous voulez diaboliser les manifestants et les Français qui râlent et qui ont bien raison de râler parce que vous ne répondez pas à leurs revendications sociales et démocratiques. Parmi les... Ils inventeraient la menace alors? Non, je crois qu'ils ne l'inventent pas. Il y a quand même des actes qui se sont produits, les caténaires, mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon et on lui donne une portée, on en fait un acte terroriste comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Le terrorisme dans le dictionnaire, je la répète, c'est ensemble d'actes de violence, attentats, prise d'otages, etc., commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté. Ça ne répond pas à la définition. Ça ne répond pas à la définition. Là, vous avez une violence sociale, une violence qu'on peut tous déplorer. D'accord, mais ce n'est pas du terrorisme. Je dis que selon le les gens, on ne tue pas les gens. Mais je dis que selon le Larousse, c'est tout. Je vous dis la définition du terrorisme. Vous avez dit, je vous cite, la casse, c'est du terrorisme. Alors, Madame Harel, savez-vous, je parle même pas de terrorisme. Ça, vous porterez la responsabilité de cette phrase. Simplement, la violence. Connaissez-vous, Madame, la définition de la violence en droit? En droit, la violence se définit comme s'exerçant à l'égard de personnes. Madame, la casse, en droit, c'est de la dégradation de biens. C'est pas de la violence. Que faire le parallèle entre de la dégradation de biens qu'ils exercent à l'égard de magasins qui sont assurés, ça n'a absolument rien à voir avec le terrorisme. Absolument rien à voir. C'est un outrage tellement grave qu'il n'y a même presque pas besoin de le réfuter. C'est-à-dire que vous vous ridiculisez toute seule, madame. Et puis deuxièmement, il y a une forme de dérive sécuritaire qui justifie des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois, on le voit bien, est virtuelle ou voire même inexistante. Oui, confronté dès le mois de novembre à Bordeaux à la violence des casseurs, Didier Lallemand est un préfet réputé à Poigne. Le Canard enchaîné, vos collègues ont révélé les consignes illégales données par le parquet de Paris pour garder en garde à vue des gens alors même que les faits ne sont pas établis. Il y a la loi dite anti-casseurs qui a tenté de mettre un trait d'union entre manifestants et casseurs. Ben Sassa, vous avez dit, et c'est une offense, Ben Bassa, vous avez dit, vous laissez faire les casseurs. Je pense que c'est une insulte. Je pense que personne ici ne peut, avec sincérité, penser que qui que ce soit, à quelque
niveau de la chaîne décide de laisser faire les casseurs. J'ai décidé effectivement de changer cette stratégie qui consistait à tenir à distance, à bloquer, à les laisser casser, et j'ai assumé mes responsabilités. Vous avez dit, vous laissez faire les casseurs. Je pense que c'est une insulte. J'ai décidé effectivement de changer cette stratégie qui consistait à tenir à distance, à bloquer, à les laisser casser. Nous allons d'abord renforcer la fermeté de notre doctrine de maintien de l'ordre. Nous voulons bien entendu continuer de protéger le droit de manifester. Claire Petit, si moi j'étais un manifestant gilet jaune, que j'étais très en colère et que j'avais envie de manifester samedi, je fais comment alors? Si la manifestation est déclarée. Oui, mais je déclare, et puis arrive un groupe de casseurs, alors il faut que je m'en aille, et il y a un peu de ça aussi. Ils seront prévenus avant. Attention, quitter la manifestation, nous allons passer à l'attaque, demander, ils seront prévenus. Nous voulons bien entendu continuer de protéger le droit de manifester. Ce sont des gens qui veulent détruire la République, tout avec elle, et tous ceux qui étaient là se sont rendus complices de cela. Tous ceux qui étaient là. Vous avez quand même dit que, d'une certaine manière, le pouvoir politique pourrait favoriser la qualification d'actes répréhensibles mais, en actes terroristes pourquoi? Pour que la population se sente en sécurité avec ce gouvernement? Je crois qu'on a suffisamment à faire avec le terrorisme réel pour qu'on n'aille pas en inventer un qui n'existe pas, qui relève peut-être d'autres procédures. Donc, mais pourquoi il invente le pouvoir alors? Peut-être pour montrer une efficacité qui, sur d'autres terrains, notamment économiques et sociaux, n'est pas forcément au rendez-vous. Parce que c'est quand même extraordinaire comme M. Castaner laisse pourrir comme ça depuis des semaines les Black Blocs qui cassent tout et qui n'arrêtent ces policiers n'arrêtent personne. Ils se contentent de les filmer. L'objectif il est simple, de diaboliser les gilets jaunes.